Mes amis et mes camarades, je voudrais, si vous le permettez, dédier mon intervention à la mémoire de mon grand-père paternel, qui s'appelait Pierre Vial, et qui est tombé sur le front en 14-18. Je remercie très chaleureusement Roland, Robert et tous les autres d'avoir organisé cette journée. Je les félicite du succès de cette journée, succès bien mérité, car Synthèse nationale porte bien son nom, avec la volonté de réunir tous les membres de notre famille. Je dis bien notre famille. Alors entre cousins, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est pas grave. On fait partie de la même famille. Et c'est cet esprit que l'on retrouve dans le journal Rivarol, auquel je rends hommage. Et puis aussi, ça va peut-être surprendre certains, mais le vieux païen que je suis appelle à soutenir activement le journal Présent, car il fait un travail remarquable. Et puis, d'une façon très personnelle, je suis reconnaissant à Francis Bergeron pour tout ce qu'il fait à la mémoire d'un écrivain qui m'est très cher, parce que je suis lyonnais et j'assume mon identité lyonnaise. Et cet écrivain s'appelait Henri Béraud. Pour ceux... Et j'étais, il y a quelques semaines, sur l'île de Ré, et j'ai pensé à Francis Bergeron, avec tout le beau travail. J'étais sur la tombe d'Henri Béraud, c'était la moindre des choses. J'ai vu la petite maison modeste. Il faut savoir que c'est là qu'il a passé ces dernières années. Et je pense que vous connaissez tous Henri Béraud, mais on ne connaît jamais suffisamment Henri Béraud. J'ai beaucoup lu Henri Béraud, mais je retrouve un plaisir renouvelé à le relire sans cesse. J'ai dû lire pour la 6e ou 7e fois cet été Le Bois du Templier pendu, qui est un très grand livre. Il n'est pas le seul, mais je voulais le dire. Merci à Francis Bergeron pour ce qu'il fait. Et puis, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit au cours de cette journée sur la guerre des mots. J'avais publié il y a quelques années de ça un bouquin d'un de nos amis qui s'appelle précisément La guerre des mots. Cette guerre des mots, il y a longtemps que je suis conscient de l'enjeu qu'elle représente. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut effectivement revendiquer certains mots et sans aucun complexe. Dans le dernier numéro de la revue Terre et Peuple, j'ai fait un dossier qui s'appelle « Pour que vive notre Europe, à mort l'Occident ». Alors, il y a quelques amis qui m'ont dit « Toi, tu exagères peut-être un peu quand même, à mort l'Occident, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. » Je dis « S'ils lisent la revue, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que si je dis « à mort l'Occident », c'est parce que ce mot, qui a été un beau mot, j'ai été un lecteur très attentif et très fidèle de défense de l'Occident, de notre vieux et grand camarade Maurice Bardèche. J'ai eu quelques amis à une certaine époque, on va dire active, pour ne pas dire activiste, où nous appartenions à une fédération des étudiants nationalistes. Et ces amis ensuite ont fait un mouvement qui s'appelait Occident et qui était plein de très bonne volonté pour se battre contre les cocos. Donc, mais à l'époque, c'était cela. Occident, ça voulait encore dire refuser le communisme. Et ça justifiait en quelque sorte. Aujourd'hui, ce mot a été volé. Il a été volé parce que l'Occident aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'axe Washington-Tel Aviv. Et la prétention insupportable des Yankees de diriger toute la planète. Et ça, on n'en veut pas. Jamais. Alors, pour en venir au sujet de notre journée, quelques mots pour dire que, et ça j'en suis très convaincu, et peut-être qu'un avenir qui peut être proche va montrer que l'histoire s'accélère
l'histoire peut avancer très vite et peut-être nous offrir des perspectives qui sont celles que nous souhaitons, c'est-à-dire la mise par terre du système que nous ne supportons plus et la possibilité, peut-être, car l'avenir n'est écrit nulle part, mais la possibilité peut-être de construire ce que nous voulons construire, c'est-à-dire, comme vient de le dire Serge Ayoub, un État digne de ce nom, un État populaire. Il faudra pour ça un parti populaire, peut-être, français quand même, de préférence. Oui, je vois des sourires, évidemment. Mais je fais un peu de pub pour mon ami Roland, qui vient de publier un beau numéro sur ce que je viens d'évoquer. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des possibilités. Pourquoi? Parce que le XXIe siècle sera celui d'une révolution touchant tous les domaines, politiques, économiques, sociales, culturels, et cette révolution, c'est une révolution identitaire. C'est l'affirmation du droit à l'identité des peuples, Roland l'a dit très bien tout à l'heure, de tous les peuples, Robert aussi, je crois, de tous les peuples, comme réponse, comme seule réponse possible à un mondialisme créant le déracinement, le métissage, l'exploitation des hommes au service du profit, du culte de l'argent et de la marchandisation généralisée des rapports entre les êtres. L'autre jour, j'entendais un certain Valls dire qu'il ne voulait pas la marchandisation des êtres humains, mais qu'est-ce qu'il fait, lui et ses petits copains, depuis des années et des années? Il ne fait rien d'autre. Ceci étant, Sarkozy fait la même chose. Au passage, quand même, un gag. De temps en temps, quand même, il faut se distraire un peu. Manuel Valls, maintenant, est contre les mères porteuses. Il y a un an, il était pour. Sarkozy, maintenant, est favorable à l'exploitation du gaz de schiste. Il y a un an, il était contre. Ça ne les gêne pas. Qu'ils disent tout et le contraire de tout, alors là, aucun problème, aucun souci, parce qu'ils ont un tel mépris pour le peuple qu'ils se disent, mais ils ne vont même pas s'en apercevoir. On peut lui raconter n'importe quoi, ça passera toujours. Et là, je crois qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils vont avoir de bien mauvaises surprises parce que les gens ne sont pas si stupides que ça. Et ils ont tort de mépriser le peuple, parce que le peuple commence à se réveiller, et peut-être que ce réveil va être un peu brutal à l'égard des gens qui ont été à la tête du système depuis si longtemps, depuis trop longtemps. Cette révolution identitaire, elle sera intrinsèquement liée à la reconquête de notre terre, qui passe par le départ, de gré ou de force, des envahisseurs. Parfois on me dit, mais ça ne sera pas possible, comment on va faire? Je réponds, mais c'est très simple. Il faut reprendre à leur compte ce qu'ils ont dit. J'ai quelques souvenirs. J'étais jeune à l'époque, mais j'ai des souvenirs. Des gens qui disaient, pour nos frères européens d'Algérie, la valise ou le cercueil. Nous, aujourd'hui, on leur dit la valise ou le cercueil. Alors j'entends aussi dire parfois que le grand mythe mobilisateur des patries charnelles a échoué. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que se multiplient sous nos yeux les signes annonciateurs de l'éveil ou du réveil des peuples. À Nantes, le 27 septembre, c'est tout récent, 30 000 manifestants, alors bien entendu les autorités ont minimisé les chiffres, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand on était sur place, on voyait que c'était ça. 30 000 manifestants sont descendus dans la rue pour exiger la réunification de la Bretagne. En tête du cortège,
plusieurs centaines de joueurs de biniou et une banderole proclamant « Nous sommes une nation ». Un slogan qui est comme un écho à celui « Nous sommes un peuple » que lançaient les Allemands le 9 novembre 1989 au moment de la chute du mur de Berlin, annonçant la réunification de l'Allemagne. Et je me souviens très bien à cette époque, j'étais avec quelques camarades devant les écrans de télévision et on se disait mais ça y est, l'URSS est en train de s'effondrer, la réunification de l'Allemagne en est une conséquence parmi d'autres, et on n'osait pas imaginer dans nos rêves les plus fous, quelquefois quand on en parlait entre nous, on se disait bon, allez, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui verront ça, ça arrivera un jour, mais nous, on ne le verra pas, ça fait rien, on continue à se battre, c'est pas un problème, mais on ne le verra pas. Et puis, tout d'un coup, si, c'est là, ça arrive. Comme quoi, et là mon vieil ami Dominique Vénère le disait souvent, l'histoire n'est jamais écrite, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais baisser les bras. Vous savez, au Moyen-Âge, en Espagne, quand des gens qui s'étaient réfugiés dans les montagnes du nord de l'Espagne, ils n'étaient pas bien nombreux, c'était des résistants, des francs-tireurs, mais qui avaient décidé une chose, c'est qu'ils n'acceptaient pas le vol de leurs terres et l'installation de gens venus d'Afrique. Ils n'acceptaient pas. Si on leur avait dit à ces gens-là, mais votre truc, ça ne va pas réussir avant 800 ans, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu 8 siècles. Mais au bout des 8 siècles, les autres ont été virés. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, comme par hasard, il faut entendre le discours des Maghrébins qui disent « mais on va refaire Al-Andalus ». Al-Andalus, c'était l'Espagne musulmane. Ils n'ont pas renoncé. Ils ne renoncent jamais. Tant que, comme disait le bon roi Saint-Louis, on ne leur a pas passé l'épée à travers du corps. Ce qui est quand même un argument qui me paraît de bonne aloi. Et puis, cette Reconquista, qui est un grand exemple pour nous, c'est pour ça que j'ai voulu donner à la table ronde de Terre et Peuple, qui aura lieu ici le 7 décembre, le titre « Reconquête, hier, aujourd'hui, demain ». Et évidemment, c'est aujourd'hui et demain qui sont importants, mais en se souvenant de ce qui s'est passé hier, à savoir que c'est possible. Moi, je ne supporte plus les gens qui disent « c'est pas possible ». Comment c'est pas possible? C'est le meilleur prétexte pour ne rien faire. Ah, vous comprenez, mon pauvre monsieur, on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut accepter. Mais ces gens-là sont déjà soumis. Et soumis à quoi? À quelque chose qui s'appelle l'islam. Et vous savez certainement que l'islam, ça veut dire soumission. C'est tout un programme. Hein? Vous vous soumettez, ou alors... Ah ben oui. Ça s'appelle la guerre. Nous sommes sur une terre chrétienne. Alors, à Barcelone, autre exemple du fait que les peuples ne sont pas prêts à oublier leur identité, et heureusement. À Barcelone, le 11 septembre, là aussi c'est récent, 1 800 000 manifestants. Ça commence à faire du monde, hein, 1 800 000. Ont formé le V de la Victoire et brandi le drapeau catalan en occupant les principales artères de la ville de Barcelone. Ceci en annonce du référendum du 9 novembre pour l'indépendance. C'est bientôt, ça va être intéressant à suivre. Même si Madrid, mais aussi bien entendu Bruxelles, disent non, non, c'est défendu, interdit. Les Catalans répondent par un geste grossier que je ne ferai pas pour ne pas choquer les dames qui sont dans la salle, mais c'est très clair comme réponse. Hein. Bon. Et cette démonstration, organisée par un mouvement qui s'appelle Assemblée nationale catalane, qui est intéressant parce que sous la direction d'une femme remarquable, dont on ne parle jamais en France, parce qu'en France on parle de choses plus importantes sur les souvenirs d'une dame qui a partagé le lit de Hollande, ça c'est intéressant, ça. Bon, mais
donc cette femme s'appelle Carme Forcadell. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une, si vous me passez l'expression, une sacrée bonne femme. J'aimerais bien qu'on en ait beaucoup comme ça en France. Et elle base toute son action sur quelque chose de très simple, qui rejoint tout à fait les préoccupations et de synthèse nationale, et de Rivarol, et de présent. C'est regrouper des gens de toute tendance politique, unis par le même patriotisme. Ce qui me rappelle ce que m'a dit un jour, ça m'avait frappé, ce que m'a dit un jour le président de la Generalitat c'est le gouvernement de la Catalogne, devant les députés du Parlement catalan, lorsqu'il m'avait reçu avec quelques amis, à l'époque j'appartenais à une délégation d'élus d'un conseil régional, du Front National, je ne m'en cache pas, et je n'ai pas à m'en cacher. Et j'en avais profité, c'était consternant parce que les chers collègues qui étaient avec moi, venus de France, puisque la région Rhône-Alpes, ma région, était jumelée à la Catalogne, à la Lombardie, aussi au Bade-Württemberg, etc. Et je saisissais chaque occasion d'un déplacement officiel pour aller placer mon petit discours dans ces différents pays. Ce jour-là, j'ai fait un petit laïus, parce que très courtoisement, le président catalan dit aux Français, mes chers collègues, vous avez certainement quelques mots à nous dire. Bon. Et alors, mes collègues, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, pareil. Tous c'était « Ah ben on est bien content d'être là. »« Ah ben oui, c'est intéressant. Merci bien, parce qu'on avait été reçus royalement. Ah ben, on est bien content d'être là. » Bon. Moi, je m'étais dit, on va peut-être quand même leur dire autre chose. Je leur ai fait un petit laïus sur l'identité catalane. Et le président m'avait répondu en me disant « Ah, vous savez, M. Vial, c'est pas souvent qu'on entend de telles paroles dans la bouche d'un collègue français. C'est intéressant ce que vous dites là. » Bon, je dis « Écoutez, moi, je ne dis que ce que je pense. Hein, Et il avait ajouté, et j'ai retenu sa phrase, il avait dit, il s'adressait à tous les Français, mais enfin, en s'adressant plus spécialement à moi, il avait dit, ici, il y a des gens qui portent diverses étiquettes politiques, droite, gauche, comme il est normal dans une assemblée, parce que les Catalans disaient, attends, vous êtes au Parlement ici, c'est une assemblée nationale, hein, c'est pas un conseil régional. Ça, c'était une petite pierre lancée dans notre jardin. Nous, on était modestes conseillers régionaux, eux, ils étaient députés de Catalogne. Bon, alors ils assumaient, ils avaient bien raison. Et donc, on a diverses étiquettes politiques, il y a plusieurs partis qui sont représentés, mais, nous sommes tous d'accord quand l'intérêt supérieur de la Catalogne est en jeu. Et je m'étais dit, les Français ont des leçons à prendre. Là, vraiment, il faudrait noter ça quelque part soigneusement. Et je l'ai noté et je le cite souvent parce que ça me paraît fondamental. Une question essentielle, évidemment, est celle de la définition d'identité. Identitaire, très bien, mais de quoi parlons-nous? Or, pour mes camarades et moi, la réponse est simple et claire. L'identité est le fruit de la race et de la culture. Je viens de prononcer un gros mot, il paraît que c'est interdit par la loi, je le prononce quand même, parce que j'en ai rien à faire, et je dis ce que je pense. L'identité, c'est le fruit de la race et de la culture. Race et culture dont la complémentarité est nécessaire. J'ai quelques vieux amis par rapport auxquels je suis maintenant en divergence de point de vue, parce que à l'époque où je m'occupais d'une association qui s'appelait le Grèce, je tenais déjà le discours que je tiens aujourd'hui, puis certains membres de cette association, à vrai dire moribonde, aujourd'hui, enfin je pense à mon ami Alain Benoît, disent non, il n'y a que la culture qui compte. Je dis, mais attends, où tu vas? Où tu vas? La culture sans la race, ça ne veut rien dire. Un Sénégalais francophone, il est de culture française, très bien, mais quelque part, il y a un petit problème. Or, il est évident que ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, très concrètement, que doit s'imposer, si on est dans cette logique-là, si on la refuse, très bien,
mais si on est dans cette logique, il s'agit d'imposer le droit du sang et non le droit du sol. Alors vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est le droit du sol, d'où tout ce que nous subissons. Et un événement récent a rappelé cet impératif, et je voudrais en dire quelques mots au passage. C'est le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui, comme vous le savez, a abouti à l'échec des indépendantistes. Or, cet échec a des raisons que les médias français ont soigneusement passées sous silence, et pour cause. À savoir que cet échec, il est dû aux Écossais, aux indépendantistes écossais eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partisans du droit du sol, et ça leur est revenu dans la figure comme un boomerang, pour une raison très simple. Il a manqué 300 000 voix au référendum pour que l'indépendance réussisse, soit acceptée. Or, il y a en Écosse, sur le sol écossais, 880 000 personnes étiquetées comme écossais, mais qui en fait ne sont pas écossais de sang. Ça représente 17% de la population. Et ce sont ces gens-là qui ont fait la décision. De la même façon que lorsqu'au Québec, il y a eu un référendum sur l'indépendance du Québec, qui a échoué de peu, mais ce sont les non-québécois d'origine qui ont fait échouer le référendum. Évidemment, c'est tout simple, c'est arithmétique. Or, non seulement il y a une forte proportion de non-écossais parmi la population de l'Écosse, mais parmi cette population, il y a 150 000 Pakistanais. 150 000 Pakistanais. Et alors, on a vu des images surréalistes, un Pakistanais se baladant en kilt. Mais c'est pas parce qu'un Pakistanais met un kilt qu'il devient écossais, comme c'est pas parce qu'un Maghrébin met un béret qu'il devient français. Et de plus, bien sûr, il a été interdit à des hommes et des femmes d'origine écossaise, mais installés hors d'Écosse, de participer au référendum. Droit du sol. Ils n'étaient pas en Écosse, donc ils ne sont pas considérés comme écossais, ce qui est une aberration. Bon. Et puis aussi, bon, ça n'a pas arrangé les choses, c'est bien évident. Tous les médias britanniques, les autorités de Londres, les autorités de Bruxelles ont fait le chantage, en particulier en direction de l'électorat le plus âgé, en disant aux vieilles personnes, attention, si vous votez mal, vous n'aurez plus vos retraites. Ce qui était hallucinant, c'était totalement faux. Mais les braves gens, ils ont pris peur. Ils se sont dit, zut, plus de retraite, comment on va faire? Bon, donc, ils ont voté non. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette génération de gens frileux, on peut leur pardonner, parce que, bon, ils n'étaient pas sûrs de leur avenir, même si l'avenir, pour eux, n'est pas très long, mais bon, on peut être un peu indulgent. Mais ces gens-là, pour des raisons biologiques, ne sont plus là rapidement. Et la majorité, la très forte majorité des électeurs écossais dans la tranche d'âge 18-35 ans a voté pour l'indépendance. Donc, l'évolution va se faire, et je ne veux pas jouer au prophète, mais on n'a pas fini de parler de la volonté d'indépendance de l'Écosse. En tout cas, le cas écossais est une illustration, à mon sens, flagrante de l'enjeu, droit du sang ou droit du sol. Un autre exemple fort d'enracinement identitaire est fourni, vous allez peut-être être surpris par le fait que je mentionne cela, mais par le peuple kurde, sur lequel, il faut bien le dire, beaucoup de Français sont peu ou pas du tout informés. D'où mon souci d'en dire quelques mots. Ce peuple kurde, il est au cœur de l'actualité en raison de la résistance acharnée qu'il manifeste face à la progression des djihadistes prétendant imposer un État islamiste partout où ils sont. Ça se passe dans le nord de la Syrie, avec un enjeu qu'on a sous les yeux en ce moment. C'est la ville de Kobané. La ville de Kobané, c'est la 3e ville kurde de Syrie, et qui est défendue par une milice kurde avec un armement dérisoire en face de celui des djihadistes.
Et si Kobané tombe, c'est 400 km de frontière entre la Turquie et la Syrie qui seront contrôlés par les djihadistes. Je ne vous fais pas de dessin sur les conséquences que ça peut avoir pour faciliter, entre autres, les touristes venant de France, d'Europe, et en particulier de France, des petits jeunes gens bien sympathiques qui veulent aller faire le djihad. Je vais en redire un mot. Un mot quand même sur les Kurdes, parce que je me rends compte en parlant autour de moi que peu de Français connaissent le problème kurde. C'est un peuple de 40 millions de personnes. 40 millions. Répartis entre la Turquie, ils sont à peu près 18 millions en Turquie, l'Iran, ils sont 10 millions, l'Irak, 8 millions, la Syrie, 2 millions, et de forts contingents en Europe, en Allemagne, ils sont 900 000. En France, 300 000. C'est pas tout à fait rien. Plus d'autres groupes répartis dans d'autres pays européens, mais aussi aux États-Unis, en Australie, au Canada. Bon, c'est ce que certains appellent, j'aime pas trop ce mot-là, la diaspora kurde. Bon, diaspora, ouais. Bref. C'est devenu un mot commun pour désigner des gens éparpillés un peu à travers le monde. Bon. Avant 1923, et depuis 1639, les Kurdes étaient répartis entre l'Empire ottoman et l'Empire perse. À partir de 1923, malgré les promesses qui avaient été faites par les Alliés pendant la guerre 14-18, parce que pendant la guerre 14-18, les Alliés, pour essayer de l'emporter sur l'Allemagne, promettaient tout et n'importe quoi à beaucoup de monde. Bon. Alors, juré craché, on avait dit aux Kurdes, venez à nos côtés et vous verrez, après la victoire, on vous fera un bel État kurde, rien que pour vous, indépendant et tout, et tout, et tout. Les braves Kurdes, naïfs, s'imaginaient que ces gens-là disaient la vérité. Or, ils ne disaient pas la vérité, parce que peu de temps après, ils ont dit, ben non, finalement, c'est pas possible. On peut pas faire un Kurdistan indépendant. Ils se sont retrouvés répartis à partir de 1923, c'est exactement le traité de Lausanne, ça fait partie de ces traités, vous savez, qui ont suivi la guerre de 14-18, pour remodeler complètement la carte, non seulement de l'Europe, mais du Moyen-Orient, entre autres. Bon, ils se sont trouvés répartis, ces malheureux Kurdes, en un certain nombre de pays, c'est-à-dire ceux que j'ai cités, Turquie, Iran, Irak, Syrie. À l'époque, la Syrie était un protectorat français, on l'oublie, et aussi en Irak, qui était à l'époque, on l'oublie aussi, un protectorat britannique. Là, pardonnez-moi, j'ai l'air de vous faire un petit cours d'histoire, mais c'est pas inutile quelquefois de se remémorer un peu certaines choses, parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Et ces territoires où les Kurdes se sont trouvés divisés, éparpillés, ont quand même quelque chose en commun. C'est que pour beaucoup d'entre eux, ils sont riches en pétrole et aussi riches en eau, dans une partie du monde où l'eau, c'est une richesse. Et là aussi, je ne veux pas jouer au prophète, mais je peux vous dire que dans les conflits qui vont se produire dans les décennies qui viennent, l'eau sera un enjeu fondamental. Ça paraît un peu étonnant de dire ça, on va se battre pour l'eau. Ben oui, on va se battre pour l'eau, oui, tout à fait. Ça va devenir une denrée rare dans certaines circonstances. Rare et indispensable. Le peuple iranien, alors les Kurdes, parfois on me dit, mais c'est qui ces Kurdes? Là, tu nous parles des Kurdes, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ben, ce sont les descendants d'un peuple qui, dans l'Antiquité, s'appelait les Mèdes. Alors, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Antiquité en ont entendu parler. Et ces Mèdes, eh bien, ancêtres des Kurdes, leur ont laissé un certain nombre de choses, dont des langues. Aujourd'hui encore, les Kurdes parlent des dialectes qui sont tous issus d'une langue indo-européenne. Les Kurdes sont des indo-européens. Alors, il y a eu des mélanges, bien entendu, au fil du temps, il ne faut pas non plus idéaliser. Il n'empêche que, quand vous vous intéressez, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, certains, si on s'intéresse aux Kurdes et qu'on regarde un peu près ces populations, on voit, alors là, je ne dis pas tous, mais parmi eux, on voit des hommes, des femmes, des enfants, aux cheveux blonds, aux roux, aux yeux clairs, et
quand on ne connaît pas la réalité de l'identité kurde, on ne comprend pas très bien. Mais ça s'explique fort bien quand on veut bien remonter un peu à la source, aux origines. Ce qui est toujours instructif quand on veut comprendre, je le répète, les réalités d'aujourd'hui. Au passage, on peut dire que depuis plus de 30 ans maintenant, la langue, la littérature et l'histoire aussi kurde sont enseignées à Paris. Si ça vous intéresse, il y a une école qui s'appelle les Langso, c'est le nom qu'on lui donne habituellement. Son nom officiel, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et là, si vous voulez tout savoir sur les Kurdes, vous pouvez l'apprendre sans problème. J'ajouterai simplement qu'en Irak, les Kurdes bénéficient d'une large autonomie, récente, mais réelle. Mais en Turquie, où les Kurdes ont souvent été victimes d'une féroce répression, comme lors des massacres de 1937-1938, les Turcs, c'est un peu leur spécialité, hein, génocider les gens qui les dérangent. Les Arméniens en savent quelque chose. Hein. Ces gentils Turcs, qui paraît-il devraient être européens comme tout le monde, bien sûr, hein, évidemment. Eh bien, depuis les années 80, 1980, il y a un parti, je trouve que j'ai quelques contacts avec ce parti, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui milite activement, ce n'est pas des plaisantins les gars du PKK, pour un grand Kurdistan uni et libre. C'est ce qui fait vibrer tous les Kurdes en fait. Un jour avoir enfin leur terre à eux, leur patrie, leurs droits reconnus. Une terre, un peuple. Un mot pour finir sur le djihadisme. Je vais peut-être vous surprendre, voire vous choquer, en vous disant que le djihadisme est un phénomène identitaire. Pourquoi dis-je cela? C'est tout simplement parce qu'il apporte une justification religieuse, l'islam, à des gens par ailleurs très divers, mais qui ont en commun la haine des Blancs. Et je pèse mes mots. La haine des Blancs. Et la volonté de les obliger, ces Blancs, à se soumettre à la charia, c'est-à-dire de renoncer à leur identité. Et qu'un Blanc renonce à son identité en se convertissant, parfait, tout va bien. Bon, ceci dit, il devient, pardonnez-moi le mot, je vais encore utiliser un gros mot, mais un sous-homme, parce qu'ils n'oublieront jamais d'où il vient. Hein, officiellement, ah, c'est un frère musulman, oui, d'accord, c'est un frère musulman. Oui. Et ce qui est très frappant, c'est que le djihad exerce, vous l'avez entendu comme moi, et entendu et vu dans l'actualité ces derniers mois et ces dernières semaines, le djihad exerce une véritable fascination sur de jeunes musulmans, garçons et filles, ça c'est très important, qui exultent. Il suffit de les regarder et de les écouter, ça m'est arrivé, qui exultent et s'exaltent en regardant en boucle les vidéos diffusant les décapitations d'infidèles. Et un beau jour, ces garçons et ces filles, ils passent à l'acte. C'est tellement exaltant de voir ça, il faut aller avec ceux qui mènent le djihad, on va les rejoindre, on va aller leur donner un coup de main. Et ils partent un beau jour apprendre quoi? Apprendre la guerre sainte. Parce que c'est ça et rien d'autre. Apprendre la guerre sainte en Syrie ou en Irak pour revenir ensuite la mettre en œuvre en Europe. Parce que c'est ça le programme. On va apprendre des choses là-bas et ça servirait bien quand on sera revenu ici. Quand récemment défilaient de maigres cortèges organisés par des fantoches comme Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, méprisé souverainement par un certain nombre de jeunes musulmans qui le traitent de collabo. Bien fait pour sa gueule. C'est ce brave, non, je ne vais pas dire ce brave, cette canaille de Boubaker qui s'est répandue sur les plateaux de télévision pour soi-disant protester, on va faire des cortèges, on va faire des manifestations
pour protester contre la décapitation d'Hervé Gourdel. Entre parenthèses, lui, qu'est-ce qu'il allait foutre au Maghreb? Bon, il a eu ce qu'il cherchait. Hein. C'est peut-être pas très charitable de dire ça, mais enfin, il aurait pu y penser avant. Hein. Bon. Bref, moi, ça m'a pas tiré une larme. Et donc, on va manifester, disait Boubacar, oui, pour dire que l'islam, c'est, vous connaissez le couplet, une religion de paix, de tolérance, d'amour, gna 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 gna. Mais, sur ces cortèges qui ressemblaient à quelques centaines de types qui avaient été mobilisés, et même un ami m'a dit, en général bien informé parce qu'il appartient à un service dont c'est le métier d'être bien informé, il m'a dit, tu sais, ils étaient payés, les gars. On leur a glissé quelques billets dans la main en leur disant hey, on a besoin de monde derrière les banderoles, quoi. Bon, ça on connaît, ça se pratique dans le cadre du système quand c'est nécessaire. En tout cas, sur ces cortèges maigrelets, il y avait des jeunes musulmans qui étaient sur les trottoirs et qui manifestaient leur désaccord, le mot est faible. Et alors, le journal Le Monde, qui est un journal infâme, mais de temps en temps on y trouve quand même des infos intéressantes, mentionnait, c'est le Monde du 28 septembre, petite manie, j'aime bien citer mes sources, si vous ne me croyez pas, vous allez vérifier, vous verrez que je ne dis pas des bêtises. Eh bien, dans le Monde du 28 septembre, cet estimable journal écrivait qu'il y avait des jeunes musulmans qui faisaient plus que des réflexions, qui criaient leurs protestations, l'un d'eux disant, en parlant du sieur Hervé Gourdel, il y a 2 poids, 2 mesures parce que c'est un blanc. Ah ben oui, bien sûr, il y a 2 poids, 2 mesures parce que c'est un blanc. Et un autre disant, en Irak, la France tue des civils, le terrorisme qui décapite, c'est comme la France et les États-Unis qui bombardent. Traduction en clair, la guerre, c'est la guerre. Et ces hommes appliquent, les gens qui disent ça, c'est les jeunes musulmans qui disent ça, ben, ils appliquent la formule d'un certain Anjem Choudary, fondateur d'un groupe musulman, pas musulman, islamiste, qui sévit en Grande-Bretagne, mais qui se répand, ce personnage, il doit avoir quelques économies parce qu'il n'arrête pas de voyager à travers toute l'Europe. Bon. Et lui, il a dit dans un de ses discours reproduits par la radio et la télé en Grande-Bretagne, il a dit, on ne peut pas être plus clair, l'islam interdit toute compassion envers les non-musulmans. Bon, d'accord, c'est noté. C'est l'application d'un vieux principe que nous devons faire nôtre, que moi j'ai fait mien en tout cas, qui n'est pas avec nous et contre nous. Je crois que c'est une parole qui donne dans l'Évangile. Donc, l'attrait du djihadisme, et je vais en terminer par là, l'attrait du djihadisme est illustré par le fait que l'État islamique, présenté par son fondateur comme le califat, le mot, là aussi, n'est pas neutre, hein. Le califat, ça veut dire faire renaître l'époque où l'islam dominait l'Afrique, l'Asie et une partie de l'Europe. Il a vocation, ce califat, d'après son fondateur et ses principaux responsables, à s'étendre sur toute la planète. Mais là, les musulmans sont dans leur logique. Hein. Toute l'humanité doit se convertir à l'islam, donc allons-y. Hein. Et ils développent leur emprise non seulement au Moyen-Orient, ça on le sait un peu, ou beaucoup, mais aussi en Afrique et en Asie. Beaucoup de personnes en France ignorent que le djihadisme fait des progrès considérables depuis quelques mois en Asie. Par exemple en Indonésie, qui est, ça aussi on ne le sait pas toujours, le plus grand pays musulman du monde. Si on vous pose la question à 100 balles dans un concours, quel est le pays musulman le plus important par sa population? C'est l'Indonésie. Mais c'est vrai en Indonésie, c'est vrai en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, à Singapour, partout, l'islamisme s'implante de plus en plus. Alors, face à ce phénomène, les peuples d'Europe
ne pourront résister que s'ils prennent conscience, et ça c'est notre devoir, que s'ils prennent conscience que se battre pour leur identité est une arme de survie. Il faut maintenant poser le problème en termes de survie. Et je dis bien une arme, car nous sommes en guerre. Il faut se mettre ça dans la tête. Et un vieil ami aujourd'hui disparu, qui s'était beaucoup battu dans sa vie, disait un jour, tu sais, pour se battre sur le terrain, il faut d'avoir intégré dans sa tête que la guerre est une nécessité. Quand on a la guerre en tête, c'est bon, on peut y aller. Eh bien oui, il y a des gens que ça choque, mais je crois que c'est vrai. Et la guerre que nous avons amenée et qui existe déjà sous nos yeux, hein, c'est une guerre, là aussi il faut appeler les choses par leur nom, c'est une guerre raciale. Et ceux, qu'ils soient maghrébins ou nègres, excusez-moi, j'utilise des mots directs, qui, lorsqu'ils désignent des gens de même origine qu'eux, disent « mes frères et mes sœurs ». Ça, c'est dans leur vocabulaire. Nos frères, nos sœurs. Mais ils ont raison. Il faut maintenant que les Gaulois prennent l'habitude, quand ils parlent des autres Blancs, de dire « nos frères et nos sœurs ». Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, ceux qui n'ont pas compris ou ne veulent pas, ceux qui n'ont pas compris cela ou ne veulent pas l'admettre, parce que c'est pas bien, eh bien, ils se condamnent eux-mêmes à disparaître. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. S'ils ne veulent pas comprendre que pour survivre, il va falloir être prêt à faire beaucoup de choses, tant pis pour eux, qu'ils crèvent. Et nous battons, et nous nous battrons avec les moyens appropriés qu'exigeront les circonstances. Que ceux qui ont des oreilles entendent et en tirent les conséquences. Merci.